J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui il y a du très bon au programme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une fois de plus un point lecture. Bah ouais, on est quand même sur une chaîne littéraire, donc la moindre des choses c'est de vous livrer des avis livresques. Livrer des avis livresques. Ça peut paraître bateau comme ça, mais c'est presque un exercice de diction. En effet, dans les 4 romans dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être, potentiellement, ma meilleure lecture de 2022. Après je dis ça, nous ne sommes qu'à la mi-année, j'ai donc encore potentiellement le temps d'avoir une très belle surprise. Mais je pense que pour ce qui est de ces 6-7 premiers mois de 2022, c'est très clairement une lecture qui aura marqué cette période et qui de toute façon, je le sais d'avance, va marquer mon année et va me marquer moi tout simplement, tout court, pour toute ma vie je pense. Ouais, je vous préviens, on est sur du lourd. Après, malheureusement, il n'y aura pas non plus que de très bonnes lectures dans ce point lecture, ce serait trop beau. Mais vous l'aurez donc compris, je suis très heureuse de tourner aujourd'hui parce que j'adore vous parler vraiment de ces romans qui m'ont marqué, qui m'ont mis une vraie gifle. Donc voilà, je vais arrêter de m'exciter toute seule et on va commencer tout de suite ce point lecture. Et vous vous en doutez, hein, je vais essayer de garder un peu de suspense et donc je ne vais pas tout de suite commencer avec cette lecture waouh que j'ai fait il y a peu de temps. Du coup, on va plutôt commencer en douceur, dirons-nous, avec La promenade des Russes de Véronique Olmy aux éditions Le Livre de Poche. J'ai acheté ce roman il y a assez peu de temps, je crois que je vous l'ai présenté dans l'un des derniers book hauls. Et voilà, lui pour le coup il n'aura pas eu le temps de dormir dans ma pile à lire parce que c'est un roman très court, parce que c'est un roman de Véronique Olmy que je n'ai encore jamais lu et j'étais assez curieuse de découvrir son écriture. C'est donc chose faite. Alors, que se passe-t-il, me direz-vous, dans ce roman ? Eh bien, dans La promenade des Russes, on va tout simplement suivre la jeune Sonia qui vit à Nice avec sa grand-mère. Alors, on comprend que sa mère est un peu dans les parages, mais qu'elle ne s'occupe pas vraiment d'elle, tout comme son père d'ailleurs. Il y a vraiment des rapports familiaux un peu particuliers. Donc, Sonia est la plupart du temps dans l'appartement de sa grand-mère, qui est donc une femme russe qui a quitté la Russie à la suite de la chute des Romanov. D'ailleurs, en parlant des Romanov, sa grand-mère n'arrête pas de lui dire que, en gros, elle sait ce qui est arrivé à la très célèbre Anastasia Romanov qui a disparu dans la nature, qui représente un vrai mystère. Mais bon, Sonia, toutes ces histoires d'Anastasia, ça commence un peu à lui taper sur le système, d'autant plus que de passer ses journées et ses soirées dans l'appartement de sa grand-mère avec ses vieilles copines russes, on va dire que c'est pas vraiment l'éclate pour elle. Et donc cette histoire, ça va être Sonia qui va nous raconter sa vie avec sa grand-mère sur un laps de temps, je crois, de quelques mois. Bien sûr, à un moment, il va arriver quelque chose. Il y a cette ombre qui plane au-dessus de ce mystère autour d'Anastasia. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est extrêmement court et que très sincèrement, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre d'utile à propos de ce livre. Alors bien sûr, comme beaucoup je pense, j'ai énormément entendu parler de Véronique Olmy depuis quelques années, principalement d'ailleurs à cause ou grâce à son roman Bakita que j'ai dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu. Parce que personnellement j'avais envie de la découvrir avec un roman peut-être un peu moins connu, peut-être aussi un peu plus court. C'est donc, comme je le disais, ce que j'ai pu faire avec La promenade des Russes. Malheureusement, je dois reconnaître que pour ma part, ça n'a pas été une franche réussite. Ce roman avait pourtant de très bonnes raisons de me plaire, ne serait-ce que le fait que le résumé mentionnait Anastasia Romanov, qui est un personnage qui m'intrigue énormément et voilà, rien que ça, ça avait vraiment de quoi titiller mon intérêt et c'est d'ailleurs ça qui m'a vraiment donné envie de lire ce roman. Alors oui, pour ce qui est de la Russie, c'est assez présent, en tout cas je dirais que les origines russes de la grand-mère tiennent une place quand même assez importante dans ce roman. Après, pour ce qui est de la dimension peut-être un peu plus historique, pour ce qui est d'en apprendre plus sur la révolution russe et la chute des Romanov, je dois reconnaître qu'à ce sujet, j'ai peut-être été un peu déçue, encore que vu la taille du roman, très objectivement, je ne m'attendais pas non plus à ce que le sujet soit vraiment creusé.
Le plus gros problème finalement que j'ai eu avec ce roman, c'est qu'il m'a laissé totalement de marbre. Je vois difficilement comment mieux résumer la chose. Alors, ce n'était pas mauvais, ni mal écrit, mais très sincèrement, durant ma lecture, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que je lisais sans grand intérêt et que, sincèrement, ce que je pouvais lire ne me faisait ni chaud ni froid. Je ne me suis pas attachée aux personnages, mais je ne les ai pas non plus détestés. Alors, il faut reconnaître que l'histoire en soi est assez monotone, je dirais, mais là encore, finalement, ce n'est pas ce qui m'a dérangé. Non, ce qui m'a dérangé, c'est que, bizarrement, cette histoire n'a pas su me parler, n'a pas su m'intéresser et que je suis persuadée que, malheureusement, je n'en garderai aucun souvenir ou presque d'ici très peu de temps. Le style d'écriture, quant à lui, n'est pas désagréable, même si je reconnais que par moments, j'avais la sensation que l'auteur voulait peut-être donner un certain style à son écriture et par conséquent, ça ne semblait pas toujours très naturel. Presque comme si elle tentait de copier la plume d'un autre et de se l'approprier tant bien que mal. D'ailleurs, en parlant de rapprochement avec un autre auteur, j'ai bien sûr énormément pensé à Romain Gary lorsque j'ai lu ce roman, et plus particulièrement d'ailleurs à son livre La promesse de l'aube. Peut-être déjà forcément parce que dans les deux, la ville de Nice tient une très grande importance. Dans les deux, c'est vraiment, je dirais, le décor principal des histoires. Et aussi peut-être parce que ce sont deux livres dans lesquels on retrouve pas mal de secrets de famille, des rapports familiaux aussi un peu compliqués et bien sûr avec ce lien commun des origines des pays de l'Est. Et je pense à ça dans les deux romans, la littérature y tient aussi une grande place. Dans les deux, la littérature y est pas mal mise en avant et dans les deux, le protagoniste principal souhaite devenir écrivain. Quand j'y réfléchis un peu, je me dis que ça fait quand même pas mal de points communs. Alors, je sais pas si Véronique Olmy a voulu rendre une sorte d'hommage à Romain Gary ou autre, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points communs, de connexions à faire, je trouve, entre les deux livres. J'ai également été un peu déçue par la fin, que personnellement j'ai trouvé un peu précipitée et surtout pas satisfaisante du tout. J'ai eu un sentiment de tout ça pour ça et de finalement beaucoup de mystère pour pas grand chose. J'ai donc toujours envie d'en apprendre plus sur les Romanov parce que, vous l'aurez compris, ce roman ne m'a absolument pas rassasié sur le sujet. Après, je le répète, ça n'était pas mauvais pour autant, il n'y a pas de grosses fautes, je dirais, d'écriture ou dans le style ou quoi que ce soit. C'est juste que ce roman n'a pas su me parler, n'a pas su me toucher, n'a pas su m'embarquer avec lui et c'est bien dommage parce que très sincèrement j'avais très envie de voyager en Russie. Et là je suis plutôt restée sur le quai de la gare à Nice. Bon, vous me direz c'est déjà pas si mal. Je tenterai tout de même son titre Bakita parce que je sais que Bakita est plus long et je me dis que peut-être avec un roman plus long, plus conséquent, elle aura peut-être pris du coup le temps de plus développer son histoire et ses personnages. Par contre, j'espère vraiment retrouver dans Bakita cette dose d'émotion, je dirais, qui m'a manqué dans ce titre-ci. Pas une mauvaise lecture donc, mais un titre qui m'a laissé finalement complètement froide. Le genre de roman, vous savez, ni bon ni mauvais, dont j'ai finalement beaucoup de mal à parler parce que rien ne m'a marqué. J'espère donc sincèrement avoir beaucoup plus de choses à vous raconter à propos de ma prochaine lecture de cet auteur parce que bon, si ça ne le fait pas avec Bakita, je pense que je laisserai peut-être tomber avec Véronique Olmy. C'était donc un premier essai, pas mauvais mais pas non plus concluant, donc on va dire que pour l'instant c'est un nul et que je verrai bien après ma lecture de Bakita si je fais une croix ou non sur cet auteur. Et l'on va continuer avec les romans, ma foi, plutôt courts puisque j'ai également lu Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce roman fait partie de la saga autour du personnage de Tomar Khan. Je pense que c'est le tome 3 de la saga si je ne me trompe pas. Tomar Khan qui est donc un flic, qui est donc un personnage récurrent, vous l'aurez compris,
Et dans ce tome-ci, on va découvrir une jeune femme, enfin plutôt le cadavre d'une jeune femme qui apparemment se serait ouvert les veines dans une piscine municipale. Alors assez rapidement, la police va conclure un suicide, sauf que voilà, Rhonda, excusez-moi, cherchez son prénom, Rhonda, qui est la petite amie de Tomar, mais également et avant tout l'une de ses collaboratrices dans le travail, va être persuadée que ce n'est pas un suicide et elle va vraiment tout faire pour que l'on continue à enquêter, que l'on puisse faire vraiment la lumière sur ce qui est arrivé à cette jeune femme, parce que voilà, pour elle, c'est pas possible. Il est arrivé quelque chose et il faut rendre justice à cette jeune femme. Et elle va donc un peu mener l'enquête elle-même avec un petit peu l'aide de Tomar. Mais voilà, j'ai l'impression vraiment de galérer aujourd'hui à faire cette vidéo. Vous m'excuserez, je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Je vais juste essayer de me reprendre parce que d'une, j'ai envie que ce soit agréable pour vous et aussi utile à écouter, et de deux, parce que j'ai vraiment derrière du très bon qui attend et j'ai pas envie du tout de me foirer en vous en parlant, parce que j'aimerais vraiment bien que vous découvriez les deux romans qui attendent là sur le côté. Mais avant ça, je vais déjà commencer par vous donner mon avis sur donc Celle qui pleurait sous l'eau. C'est donc la seconde aventure de Tomar Khan que je lis, et je dois dire qu'elle m'a bien plus convaincue que la première. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce que j'ai retrouvé dans ce titre-ci beaucoup plus de réalisme et de simplicité que je n'en avais trouvé dans Fantasmé, qui était donc le premier tome que j'avais pu lire de cette saga, et d'ailleurs de tous les romans de Nico Takian tout court. En effet, je me souviens que lors de ma lecture de Fantasmé, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes too much, vous savez, du type scène d'action un peu hollywoodienne auquel plutôt clairement on ne croit absolument pas. Et avec ce titre-ci, je trouve que l'auteur a pris un sacré virage, ma foi, fort appréciable. Parce qu'en faisant peut-être un peu moins, eh bien je trouve que vraiment il a gagné en qualité et en crédibilité. Alors non, je ne suis toujours pas la plus grande fan de Tomar Khan, mais en attendant, je trouve que son équipe est plutôt sympathique, que c'était, ma foi, plutôt chouette de les suivre, même si vous l'aurez compris dans ce titre-ci, l'accent est vraiment beaucoup plus mis sur Rhonda. J'ai aimé retrouver dans ce roman différents faits d'actualité qui sont véritablement arrivés, parce que ça m'a permis d'ancrer cette histoire, je dirais, dans le temps et également dans le réel. D'ailleurs, c'est une histoire qui traite d'une thématique on ne peut plus actuelle. Alors bien sûr, je ne la dévoilerai pas parce que je trouve que ce serait plutôt spoilant, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié le fait que l'auteur mette en avant cette thématique ô combien importante, même s'il est tout de même loin de l'avoir fait de façon extrêmement fouillée. J'ai trouvé qu'il n'était donc pas du tout allé en profondeur quant à cette thématique. Par contre, il a fait le choix de l'amener par un biais que là pour le coup j'ai trouvé plutôt original, et là encore très important à mettre en lumière. Attention par contre, si vous recherchez vraiment à lire un roman policier pur et dur, vous risquez peut-être d'être un peu déçu, parce que dans ce titre, finalement, l'enquête est assez vite réglée, et en soi, je trouve que ce n'est pas dérangeant, puisque cette enquête, cette histoire de meurtre ne sont presque là comme une excuse un peu latente pour justement, je trouve, aborder cette thématique que l'auteur a choisi de mettre en lumière. Comme à chaque fois, la vie privée de Tomar Khan prend une place assez importante dans l'histoire, mais là encore ce n'est vraiment pas quelque chose qui pour le coup m'a dérangé. L'écriture quant à elle est plutôt très fluide et addictive. Nico Takian a vraiment ce style que l'on retrouve pas mal, en tout cas de plus en plus, dans ce type de thriller et roman policier français, vous savez, ce style très cinématographique, très vivant, avec beaucoup d'action, beaucoup de dialogue, et ça en fait finalement un livre très clairement qui se dévore. Alors je sais qu'il y a les lecteurs pour et les lecteurs clairement contre ce type d'écriture. Voilà, il faut juste savoir dans quoi on se lance avant de débuter. Personnellement, ce n'est pas le genre d'écriture qui va me transcender, mais quand j'ai envie vraiment de bouffer du bouquin, de lire
un page turner qui va m'embarquer avec lui, et bien ouais, c'est typiquement le genre de style d'écriture qui fait totalement le job pour ça. Alors en contrepartie, ça reste, je trouve, du roman policier plutôt classique, qui est donc très vite lu et qui sera, je suppose, aussi très vite digéré et oublié. Mais en attendant, comme j'ai dit, ça fait le job, et clairement, si vous recherchez une lecture facile, addictive, vraiment le genre de roman qui pour moi est parfait pour l'été, qui ne demande pas trop de concentration. Ouais, un polar vraiment hyper addictif, parfait pour le bord de la piscine, et bien je pense très clairement que ce titre pourrait complètement vous convenir. Même si, on est d'accord, il y est question d'un cadavre que l'on retrouve dans une piscine. Du coup, pour les vacances, bon, évitez peut-être juste de faire un transfert avec votre propre lieu de vacances. Sinon, ça pourrait vite devenir un peu bizarre. Une lecture donc vraiment pas désagréable qui m'a même plutôt réconciliée avec l'auteur, même si très clairement je sais que ce n'est pas le genre de titre qui va me marquer sur le long terme, parce que pour moi ça manque tout de même de profondeur et d'originalité. Néanmoins, ça m'a tout de même donné envie de continuer à lire au coup par coup cet auteur. C'est déjà pas si mal. Je pense que c'est typiquement le genre d'auteur et le genre d'écrit qui peut me relancer potentiellement quand je suis dans une sorte de baisse de lecture. Je vais pas dire une panne de lecture parce que ça ne m'arrive quasiment jamais, mais c'est vrai que parfois j'ai une petite baisse de rythme, et je pense que quand ça m'arrivera, ce sera vraiment pour le coup peut-être l'auteur à sortir. Donc en résumé, une lecture pas désagréable qui n'a rien de foncièrement original, mais qui malgré tout aborde une thématique que j'ai trouvée très importante. Et en plus de ça, une lecture somme toute plutôt agréable sur le coup. Et c'est déjà plutôt cool. Donc voilà, Celle qui pleurait sous l'eau, typiquement je pense que pour cet été, c'est le genre de lecture parfait. Et pour ma part, c'est donc un tome de plus de la saga Tom Arcane que j'espère bien terminer. Voilà, tous les romans de Nico Takian sont en général, vous voyez, assez courts. Ils font 250-300 pages avec cette écriture, comme je disais, hyper fluide, hyper addictive. Donc ouais, vraiment, en général, c'est du roman qui se bouffe. Et en parlant de bouffer, la transition est, je trouve, parfaitement trouvée. Et je peux vous assurer qu'elle n'était pas préparée. Tout comme c'est rimant. Je me fatigue cet après-midi. Puisque je vais ensuite vous parler, et je pense que vous ne serez pas surpris puisque c'est le rendez-vous presque incontournable des points lecture de la chaîne, de Cujo de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, vous vous en doutez, encore un King. Que voulez-vous, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, je souhaite lire tous ses romans. Alors forcément, il faut bien que régulièrement je m'en fasse un, et en plus de ça, c'est toujours plutôt un plaisir pour moi. Donc voilà, du coup, là, j'ai décidé enfin de sortir l'un de ses plus vieux romans et que personnellement, je n'avais jamais lu. J'ai donc enfin lu Cujo. Alors, résumer cette histoire, je vais vous la faire très brève parce que sincèrement, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. On va y suivre ici, on va dire, deux familles. D'un côté, donc, une famille qui est propriétaire d'un chien qui s'appelle Cujo. Le mari répare un peu, vous savez, des voitures dans la grange au fond de sa propriété. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et de l'autre, on va suivre une autre famille qui est venue de New York. Le père a monté une petite agence de pub avec un ami, voilà, ils sont tous les deux associés, ils ont monté leur petite affaire, mais ils ont décidé de venir s'installer dans le Maine, à Castle Rock. Tout se passe à peu près pour le mieux pour tout ce petit monde, même si chacun ses petits tracas du quotidien, dirons-nous, jusqu'au jour où malheureusement notre bon vieux Cujo, qui est un bon gros Saint-Bernard de 100 kg, va se faire méchamment mordre par une chauve-souris qui a la rage et qui par conséquent va la transmettre à notre gros toutou qui va passer de gros nounours à monstre sanguinaire. Voici donc, comme je le disais, un très vieux titre de Stephen King dont j'avais très souvent entendu parler,
mais je n'avais jamais sauté le pas de le découvrir, peut-être parce que, étant donné que c'est un très vieux titre, j'avais un peu peur que l'histoire et que le style soit peut-être un peu vieillot, et également parce que le pitch de départ, je le reconnais, ne me faisait pas plus envie que ça. Et finalement, j'ai bien fait de tenter le coup parce que ce fut une très bonne lecture, bien plus moderne et palpitante que ce que j'avais imaginé. C'est tout d'abord un roman du King que j'ai trouvé très équilibré dans sa construction. En effet, si vous connaissez un peu l'auteur et que aussi vous suivez un peu la chaîne, vous devez savoir que c'est assez régulièrement qu'il est reproché à Stephen King d'avoir certaines longueurs dans ses romans. Et il est vrai que dans certains de ses titres, parfois on rame un peu. Or ici, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire plutôt palpitante, bien rythmée, dans laquelle je ne me suis jamais ennuyée. Alors ok, il y a peut-être quelques passages où il est question de la campagne de pub qui est pilotée par Vic, l'un des pères de famille que l'on va suivre, et Roger, son associé, qui n'était peut-être pas tout à fait nécessaire, mais hormis ces passages-là, j'ai trouvé qu'on était vraiment sur une histoire, comme je le disais, hyper rythmée, qui alterne différents lieux et différents groupes de personnages, et l'ensemble fonctionne très bien. Dans ce titre-ci, il n'y a pas trop de personnages, ils sont tous bien campés, ce qui fait que, sincèrement, on les a tous très bien en tête. Comme bien souvent, Stephen King nous a créé des personnages hyper intéressants qui sont le parfait reflet, je dirais, de l'américain plutôt moyen. Et personnellement, j'adore ça. J'adore le fait que ce soit monsieur et madame tout le monde avec ces petits et ces gros travers qui peuplent les romans de Stephen King. Il a vraiment un don pour mettre l'accent sur des petits détails qui font vraiment la singularité de chacun. Bref, vous l'aurez compris, une fois de plus, j'ai adoré cette panoplie de personnages, que ce soit le jeune Tad, sa mère ou encore son père, Vic, qui est, je trouve, un homme et un père de famille hyper attachant. Comme très souvent avec cet auteur, la famille va être au cœur du roman. Ici, on va d'ailleurs plus particulièrement suivre deux mères de famille qui, chacune à sa façon, va tenter de sauver son propre fils. Bien sûr, le rôle du père est aussi abordé un peu en toile de fond, mais vraiment, j'ai trouvé que dans ce titre-ci, c'était la place de la mère, le rôle de la mère et presque même l'instinct maternel que Stephen King avait choisi de mettre en avant. Comme bien souvent avec l'auteur, il va y être là encore question de l'humain qui est poussé dans ses retranchements. D'ailleurs, à ce sujet, il y a toute une partie du roman qui m'a beaucoup fait penser au roman Jessie, que l'auteur écrira bien des années plus tard, puisque dans les deux titres, on va vraiment retrouver cette figure féminine qui va lutter pour sa survie, qui va être pour ça poussée au bout de ses capacités, tout en étant en même temps menacée par un chien. Et en parlant de chien, je m'attendais vraiment à ce que Cujo soit beaucoup plus présent dans le roman. Avant de débuter ma lecture, je m'imaginais vraiment que ça allait être finalement le personnage principal et central de cette histoire. Or, il est plus là finalement comme une sorte d'ombre menaçante, un peu latente tout au long de l'histoire. En soi, ce n'est pas quelque chose de dérangeant du tout même, mais je reconnais que j'aurais personnellement aimé avoir peut-être un peu plus de passages dans la tête du chien, parce que je trouvais ça vraiment fort intéressant et en plus de ça original. J'ai aussi très souvent entendu dire que ce titre était vraiment l'un des plus effrayants du King. Alors si certains passages sont effectivement un peu stressants et d'autres sont franchement gore, je ne peux pas non plus dire que j'ai été particulièrement effrayée durant ma lecture. J'ai aussi eu la sensation qu'avec Cujo, l'auteur avait peut-être tenté l'exercice de créer une histoire mettant en scène une succession de hasards malheureux, un peu comme une sorte d'incarnation finalement de la malchance. Quand on y pense quand même, l'histoire de départ est finalement plutôt simple. Et quand je vois tout le roman que l'auteur a su créer autour de ça, toutes les thématiques et les sentiments qu'il a su y décortiquer, je suis profondément admiratif et je me dis que
définitivement cet auteur a un vrai don et que s'il en est là où il en est actuellement, ce n'est définitivement pas pour rien. Ce ne sera donc pas l'un de mes King préférés, mais ça n'en reste pas moins une très bonne lecture que j'ai vraiment adoré faire et qui en plus de ça je trouve pourrait être tout à fait approprié si vous n'avez encore jamais lu de Stephen King et que vous souhaitez tenter l'aventure. De plus, la fin est très réussie, c'est une fin qui m'a brisé le cœur certes, mais ça n'en reste pas moins une vraie fin, contrairement à ce qui là encore est parfois reproché à l'auteur. Un roman du King donc pas très long, une lecture stressante et entraînante à souhait, que je ne peux donc que vous recommander. Il faudrait qu'un de ces quatre, je fasse un petit point sur le nombre de King lus et le nombre qu'il me reste à lire, mais je commence à en avoir lu pas mal. Hein. Quand j'y pense, ouais, derrière, vous ne le voyez pas parce qu'ils sont derrière mon dos, mais l'étage de mes King commence à être, ma foi, plutôt bien rempli. Bon, et puisque je vous ai déjà parlé de 3 romans, vous l'aurez compris, nous arrivons au moment fatidique de cette vidéo où je dois vous parler de cette super lecture qui sera peut-être donc ma meilleure lecture de 2022. J'arrête mon suspense à 2 balles et je vous montre tout de suite la couverture. Et pour certains, je pense que ce ne sera pas une surprise parce que ce livre a fait grand bruit et je comprends aujourd'hui que ce n'était pas pour rien. Et il s'agit tout simplement de Betty de Tiffany McDaniels aux éditions Gaël Meister. Alors ce titre, on en a énormément parlé lorsqu'il est sorti. Ça fait un petit moment maintenant, je pense qu'il est sorti il y a peut-être bien 2 ans. Au niveau de l'histoire, on se situe donc aux États-Unis, dans l'Ohio, si j'ai bonne mémoire. On va suivre dans ce roman, enfin on va suivre. Disons que cette histoire, c'est Betty qui va à la première personne raconter l'histoire de sa famille en partant de la rencontre entre ses parents jusqu'à, je dirais, une bonne vingtaine d'années plus tard. Sa mère est une blanche américaine issue d'une famille chrétienne, tandis que son père est un indien cherokee. On est je dirais, je crois à la fin des années 50 et le gros de l'histoire va se situer vraiment dans les années 60 et au début des années 70. À l'époque, c'était encore, ma foi, plutôt mal vu d'avoir une blanche bien chrétienne avec des parents vraiment, pour le coup, très croyants qui se mettent et fassent en plus de ça des enfants avec un indien cherokee. Pour les enfants, c'était aussi loin d'être simple à l'école. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que donc notre personnage principal qui raconte cette histoire s'appelle donc Betty, qui est donc l'une des filles de cette fratrie. Et il faut savoir donc que Tiffany McDaniels a largement, je pense, puisé dans l'histoire de sa propre mère, puisque au tout début, on a donc un petit pitch qui nous raconte que sa propre mère s'appelait donc Betty, qu'elle était également fille d'un indien cherokee. On a d'ailleurs la photo ici de sa maman. Donc voilà, on est vraiment dans un ouvrage un peu hybride entre vraiment le roman de fiction et la biographie. C'est pas toujours très clair. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que on se fiche pas mal de savoir ce qui relève du vrai ou pas, parce que cette histoire est juste une petite pépite. Du coup, comme je l'ai dit, j'avais beaucoup entendu parler de ce roman et toujours dans des termes à chaque fois très élogieux. Et je comprends désormais pourquoi ce livre a été autant encensé, parce que ouais, il n'y a pas d'autre mot vraiment. Betty, pour moi, est une petite pépite, une petite perle rare. Vraiment un roman à découvrir. Je ne sais pas si c'est véritablement ma meilleure lecture de 2022. Je ne le saurai peut-être qu'à la fin de toute façon de l'année. Et en tout cas, je pense qu'une chose est à peu près sûre, c'est que ça restera ma lecture de l'année la plus émouvante et la plus poignante. J'avoue que j'ai mis pas mal de temps à sortir ce livre parce que je redoutais un peu de ce que j'allais y trouver. Je m'attendais à y trouver un roman
dense, long et peut-être un peu ennuyeux. Alors oui, très clairement, il est dense, hein. Vous le voyez, c'est une belle bricasse et je vous assure que là, il commence déjà à bien peser sur mon bras. Oui, effectivement, il est long, il fait pas loin, je crois, de 700 pages, mais très clairement, je me suis délectée de chaque page. Betty, c'est donc un roman qui parle de la vie d'une famille donc qui vit aux États-Unis, comme j'ai dit, principalement dans les années 60, qui va prendre place donc de la rencontre des parents jusqu'à une bonne vingtaine d'années plus tard, et qui va donc passer en revue, je dirais, moult événements et étapes de la vie de cette famille. On va donc y voir les enfants grandir et on va surtout voir cette famille traverser différentes difficultés, différents malheurs. Alors attention, je tiens d'ailleurs vraiment à le repréciser. Betty, c'est vraiment un roman extrêmement dur qui aborde parfois certaines thématiques très difficiles telles que le viol pour ne citer que celle-là. Bien sûr, comme je l'ai dit, la mère de famille étant une blanche catholique et le père de famille étant un indien cherokee, l'auteur forcément va y aborder la question du racisme. Et j'ai trouvé d'ailleurs que tout du long, quelle que soit la thématique abordée par Tiffany McDaniels, elle l'avait toujours fait avec beaucoup de justesse et beaucoup d'humanité. Les différents personnages ont totalement pris vie dans mon esprit. J'ai ressenti une foule d'émotions à travers eux et je me suis profondément attachée à certains des personnages au point, je vous l'avoue, que je me suis franchement retenue de chialer comme une madeleine à plusieurs reprises durant ma lecture. Il est très rare qu'un roman me donne envie de pleurer, mais là je vous avoue que au départ de chaque chapitre, j'avais l'impression que l'auteur allait me tordre le cœur. Je repense là tout de suite en particulier à un chapitre où il y est question d'un réservoir d'eau qui m'a véritablement serré la gorge comme jamais. Je pense que voilà, si vous avez lu ce roman, vous voyez parfaitement à quoi je fais allusion. Bref, sortez les mouchoirs. La plume de Tiffany McDaniels est parfaite et absolument magnifique. Elle est à la fois poétique, saisissante et percutante quand il le faut. C'est beau et à aucun moment je n'ai eu le sentiment que l'auteur en rajoutait ou qu'elle voulait se donner un style. Pas du tout. Je trouve qu'elle a un vrai talent de conteuse, de conteuse qui raconte et qui met en scène la vie des gens lambda. Et on sent que pour ça, elle y a mis tout son cœur et même plus que ça, qu'elle y a carrément versé ses tripes. Oui, par moments, je me suis dit que ce roman était un peu long, mais avec le recul, je me rends compte que vraiment chaque scène décrite est importante et qu'il est aussi important de prendre le temps vraiment de déguster ce roman, de le savourer pour vraiment en apprécier toute sa beauté et toute sa justesse. Au travers de l'histoire de cette famille, l'auteur présente également une photographie, je dirais, de la population aux États-Unis à cette période-là, et du coup même cette dimension historique était hyper intéressante. J'ai littéralement adoré le personnage de Landon, qui est donc le père de famille, cet indien cherokee. J'ai trouvé que c'était un personnage profondément bon, humble et touchant qui, je le sais pertinemment, va me marquer sur le long terme. Et puis, au travers de ce personnage, on aborde du coup toute la question des rites et croyances Cherokee qui sont un rapport, je dirais, aux choses, au vivant et à la terre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé à la fois très poétique et très respectueux. Mais comme je le disais, le personnage principal de ce roman n'est autre donc que Betty, qui est donc l'une des filles de cette grande fratrie, qui va donc raconter cette histoire à la première personne à la manière d'une autobiographie. Et j'ai littéralement bu les paroles de cette jeune fille et j'ai absolument vécu et revécu tout à travers elle. J'ai aussi apprécié la mise en abîme qu'on retrouve dans ce roman, puisque finalement cette histoire, c'est en fait un roman écrit par le personnage de Betty, donc bon, la boucle est bouclée. Non, vraiment, niveau style et construction narrative, pour moi c'est un sans faute. Certains passages m'ont juste flingué le cœur quand d'autres m'ont mise dans une rage sans nom. En fait, ce roman est truffé de scènes chocs et de scènes marquantes, mais je crois que l'une des choses qui m'a vraiment
le plus terrassé, c'est finalement l'attitude de la mère de famille avec Betty et avec ses autres enfants. Une mère qui, on le comprend, est vite devenue aigrie et qui reporte complètement sa peine et sa colère sur sa fille et sur d'autres de ses enfants d'ailleurs, pas que sur Betty. Il y a d'ailleurs une scène terrible entre la mère et la fille que j'ai trouvée absolument terrible et en même temps incroyable, parce que dans cette scène il y a vraiment une parfaite opposition entre poésie et désespoir complet à la fin. Une scène qui en plus de ça est racontée sous le regard donc naïf et infantile de Betty, parce qu'à l'époque, enfin à ce moment-là de l'histoire, elle est encore très jeune et waouh, cette scène m'a juste soufflé et je crois que c'était un peu le point de départ d'une succession d'autres scènes qui par la suite me sont vraiment arrivées en pleine figure. Il y a également, je tenais quand même à le noter, une autre scène absolument horrible entre cette mère et des chats que j'ai eu beaucoup de mal à lire, donc attention aux lecteurs qui seraient peut-être sensibles avec tout ce qui est maltraitance envers les animaux, parce que si vous tombez sur cette scène et que vous savez que vous ne pouvez pas lire ça, passez peut-être une page ou deux, parce que vraiment c'est un sujet personnellement avec lequel j'ai du mal, et là j'avoue que celle-ci, elle était particulièrement terrible. Finalement, au premier abord, on se dit que cette histoire, c'est une histoire de famille, et oui, ça en est une, mais c'est, je trouve aussi et avant tout même, une histoire de femmes. Une histoire de différentes femmes qui chacune à leur manière ont eu leur lot de malheurs, et l'auteur a choisi de nous raconter comment chacune à sa façon a choisi d'y faire face, parfois en fuyant, parfois en relevant la tête avec courage, parfois en se créant un masque semblable à un excès de confiance en soi, et parfois en sombrant totalement dans une sorte de folie. Et puis, je ne m'y attendais pas du tout, mais en plus de ça, à la fin, on a une petite révélation que personnellement je n'avais pas vu venir et qui nous arrive en pleine poire comme une sorte de coup de poing final, au cas où il n'y en aurait pas eu assez avant. En fait, ce livre est tellement riche que littéralement, je crois que je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois que la chose la plus sensée et utile que je pourrais vous dire à son sujet, c'est tout simplement découvrir cette histoire, parce que vraiment c'est une petite pépite. Oui, il peut faire peur, oui, il est gros, il est dense, mais je vous assure que vous ne serez vraiment pas déçus du voyage. C'est donc pour ma part un très beau coup de cœur. J'ai adoré donc découvrir cette histoire qui recèle de personnages qui sont définitivement ancrés dans ma mémoire pour toute ma vie, je pense. Donc voilà, je me suis littéralement déboîté l'épaule, je crois, vu le poids qu'il fait pour vous en parler, mais je suis vraiment ravie d'avoir pu le faire, et j'espère que nombreux seront les lecteurs qui oseront découvrir ce roman, passer le pas, parce que j'imagine qu'il y en a peut-être beaucoup qui, comme moi, ont peut-être peur de se lancer parce que c'est un gros bouquin, parce qu'il fait un peu peur, qu'il a l'air dense, etc. Mais je vous assure qu'il vaut vraiment le détour et qu'il vaut la peine de faire peut-être un petit effort pour aller vers lui et prendre le temps de le découvrir. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait, je vous ai parlé de ce super coup de cœur et je me sens mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez réussi à ressentir peut-être un peu de ce que j'ai pu ressentir lorsque je l'ai découvert. J'espère aussi que potentiellement mes autres avis vous auront intéressé, vous auront été utiles. Je tiens à vous remercier aussi pour les retours que j'ai eus suite à mon avant-dernière vidéo, je crois, où je vous demandais potentiellement ce que vous souhaitiez voir changer ou améliorer sur la chaîne, et je ne m'attendais pas aux réponses que j'ai eues, mais je me suis pris, je crois, une vague d'amour juste immense dans la tronche. Donc vraiment, merci pour ça. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont fidèles, qui suivent la chaîne, qui mettent des pouces levés, qui laissent des commentaires. Je sais que tout le monde ne le fait pas et que certains peut-être des fois n'osent pas. Mais ouais, juste mettre un petit pouce levé en commentaire ou un petit clin d'œil ou un petit cœur, voilà, ça rebooste toujours et ça me montre que
derrière juste cet écran et cet objectif auquel je parle, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens avec qui derrière j'interagis et voilà, juste pour ça, merci, merci. Sur ce donc, moi je vais vous laisser ici, je vais retourner à mes lectures parce que c'est bien, mais là pour le coup je n'ai plus de bouquins sous le coude pour vous tourner d'autres vidéos. D'ailleurs en matière d'autres vidéos, j'ai justement, suite à vos commentaires, quelques idées qui me sont venues et potentiellement prochainement je proposerai peut-être d'autres formats un peu différents du book haul et du point lecture. Comme d'habitude, à voir avec mon emploi du temps, ce que je peux faire ou pas. Donc pour l'instant, je ne vous promets rien. Mais en tout cas, j'espère que vous continuerez à être fidèles au rendez-vous, à me suivre sur la chaîne. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite donc paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!